Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, première émission de la rentrée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de fortes canicules, hein, ça je pense qu'on l'a vu. J'espère pas trop d'inondations, hein, parce qu'effectivement, vous le savez, hein, le climat est pour l'instant déréglé déjà depuis quelques années, toujours forcément guidé par les mêmes qui sont au bouton, on pourrait dire carrément aux commandes de ce climat infâme et infect qui, pour ainsi dire, finalement, n'est pas là pour la vie, mais contre la vie, hein. Donc, ça, on en reparlera peut-être un jour. Bien entendu, dans une émission, ça me ferait vraiment plaisir parce qu'il y en a un peu ras-le-bol de cette espèce de dissonance cognitive. Enfin, bref, donc tout ça pour dire qu'on va passer aujourd'hui avec un sujet et surtout un invité que vous connaissez, que vous avez vu, eh bien, un peu avant les vacances, les grandes vacances. Donc, c'était Paul Ponceau, hein, qui nous avait présenté, eh bien, une autre version des Galactiques. Mon Dieu, c'est une émission que vous avez beaucoup appréciée, que vous appréciez encore d'ailleurs. Et vraiment, je vous remercie pour les personnes qui ont été vraiment aimables dans les commentaires, comme d'habitude. Très très peu de trolls, je dois dire, hein. Alors, il y a quelques personnes qui sont pas d'accord. Généralement, ce sont des commentaires que je laisse aussi, puisqu'on a le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord, bien entendu, d'après son expérience. Mais vous le savez très bien, si on commence à diffamer et à être vulgaire, eh bien je supprime les commentaires FISA. Donc vraiment, grand merci à vous pour cet accueil, pour cette, écoutez, ma foi, ce nouveau regard sur les galactiques, hein, puisque c'est pas effectivement le genre d'émission qu'on retrouve souvent sur YouTube, et notamment sur les galactiques, puisque personne n'ose en parler en mal, bien entendu. Donc c'était avec Paul Ponceau, et donc aujourd'hui Paul revient pour nous parler d'un sujet que je n'ai jamais fait sur 10 ans, la cryptozoologie. C'était un sujet que je voulais vraiment, disons, un petit peu creuser. On a bel et bien parlé, oui, de temps à autre de Dogman. On a parlé également de la bête du Gévaudan, hein, qui pourrait aussi rentrer dans ce cadre-là. D'ailleurs, je l'ai mis un petit peu ici en fond. Et voilà. Mais sinon, la cryptozoologie en telle qu'elle, franchement, j'en ai jamais parlé. Et pourtant, c'est quelque chose qui me passionne depuis des années, même voire enfant. Donc vous connaissez tous le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, le Yeti, les Sasquatch, j'en passe, effectivement, voilà, les Dogman, les loups-garous, quoi, en somme, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Enfin, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup de bestiaires. Et voilà, je pense qu'on va un petit peu aller aussi à l'encontre de ce fameux Charles Darwin qui, pendant plus d'un siècle, nous a vendu du flan. Et ça, il suffit aussi. Je pense que si vous êtes comme moi, je pense que de toute façon, voilà, Darwin, c'est un usurpateur, encore une fois, et qui nous a vendu du flan, c'est ce que je dis, de l'air. Et aujourd'hui, écoutez, on va revenir sur ce fameux sujet de la cryptozoologie qui me passionne tant. Et Paul aussi, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je ne savais pas de Paul. Bonjour, comment vas-tu, Paul? Bonjour Alexis, bah écoute, ça va très bien. On est en juillet quand on tourne ça, donc Ouais. chaudement, il fait chaud à nouveau sur Paris, Ouais. mais ça va. C'est ça. Là, on sort d'un presque climat automnal. Là, ça remonte, hein. Donc voilà, on est aux alentours d'ailleurs du 11 juillet. Donc effectivement, si vous vous rappelez un petit peu de ce que vous avez fait, écoutez, pourquoi pas, mettez-le en commentaire, ça fera plaisir. Voilà. Donc là, on tourne dans un passé, on pourrait dire ça comme ça. Mais le temps n'existant pas, nous sommes dans ce présent. Nous sommes bel et bien le 7 septembre. Et voilà, mon cher Paul. Donc on va parler de cette fameuse cryptozoologie. Alors, toi, en gros, comment ça t'est venu, cette passion? Parce que je sais que tu es vraiment passionné par ce sujet. Bon, bah, cette passion, ça m'est venu en même temps finalement que j'ai découvert l'ufologie, toutes les choses comme ça. C'est vraiment par le livre de John Keel, donc en 1993, où je suis tombé sur ce fameux livre. Du reste, qui était noyé au milieu de livres scientifiques, alors que d'habitude c'est dans le rang ésotérisme et tout. Et il y avait tout un chapitre sur la cryptozoologie, donc la passion ne m'a pas quitté depuis. Ensuite aussi, j'ai reçu pas mal de témoignages de personnes qui ont eu des apparitions de dogmen, même des apparitions de gnomes. Après aussi, j'ai communiqué avec pas mal de chercheurs, notamment une anglaise, Deborah Swell, qui a vécu une rencontre rapprochée avec un Bigfoot en Angleterre. Et puis, comme j'ai vécu plusieurs années dans les Hautes-Alpes, là-bas, le bretou, l'espèce de Bigfoot local, euh, dans des villages, ils font des expositions
sur ça. Et dans cette région, il y a pas mal de choses sur les Bretous, les Carcaris et tout, qui sont des petits êtres, ce qu'on peut appeler des Bigfoot de petite taille. Donc la passion a vraiment grandi, d'autant plus qu'il y a des témoignages contemporains, que c'est connecté aussi à un autre sujet hyper intéressant, les disparitions mystérieuses, c'est connecté à la présence de vortex, c'est un sujet charnière qui est connecté aussi à la présence extraterrestre ou extradimensionnelle, qui est connecté au Néphilim. Donc on va un petit peu décortiquer ça dans toute cette émission. Donc la passion est venue de plusieurs manières différentes, par des lectures, par des rencontres aussi de témoins. J'ai aussi fait mes propres enquêtes dans les Hautes-Alpes et, du reste, on a été sur des lieux où il y a eu des apparitions qui étaient connues pour ça, notamment le Val Gaudemar. Donc, on espère du reste, c'est le 11 juillet, je rappelle, donc on espère y aller au mois d'août parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à voir là-bas. Donc, voilà, ça vient un petit peu de plusieurs sources différentes. Mais je me suis rendu compte que c'est un sujet qui est charnière, qui est vraiment l'interface entre beaucoup, beaucoup d'autres sujets, que ce soit la Terre creuse, la présence d'entités non humaines, les vortex, les animaux inconnus, et ça va à l'encontre d'énormément de choses. D'ailleurs, Paul, n'hésite pas, je te le dis déjà aussi dans le passé, j'espère qu'on aura quelques clichés que tu pourrais peut-être m'envoyer pour les incruster, pourquoi pas dans cette vidéo, voilà, sur les quelques lieux que tu as été, et ça pourrait être sympa. Je mettrai bien sûr créditer les photos de Paul, mais voilà, pour disons, un peu illustrer cette interview, n'hésite pas à m'envoyer tout ça dès que tu peux, et comme ça, ben, on en fera profiter les auditeurs. Voilà, Ben, si on y va cet été, voilà, j'enverrai voilà. les images, justement, parce que Super. c'est des belles images, c'est des belles Oui, régions, voilà, c'est ça. c'est très lumineux, donc Voilà. Oui, parce que alors c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ben, cette recherche, cette curiosité, ouais, cette étude, on peut le dire, hein, même s'il y en a qui vont dire que c'est pas une étude du tout, mais peu importe. La cryptozoologie, oui, ça fait aussi voyager, ça fait aussi quand même revenir sur des lieux où effectivement il y a eu des apparitions. Et pourquoi pas, voilà, peut-être ressentir aussi, ben, pourquoi pas ces énergies, parce que voilà, je pense que, alors toi tu vas peut-être en parler, j'ai comme l'impression que si apparition il y a devant une personne, ou en tout cas au loin, ces apparitions ne se font pas de manière complètement anodine. J'ai l'impression, un peu à l'instar des ovnis, j'ai l'impression que c'est sans doute même, pourquoi pas, lié à certains lieux telluriques, peut-être même certains lieux, voilà, pour dire magiques aussi, où il y a en tout cas une certaine énergie. J'ai l'impression que, pourquoi pas, avec des portiques, aussi des sortes de Stargate, en tout cas des portes induites. Je pense que vraiment ces bêtes d'un autre, d'un autre monde, en tout cas ces animaux d'un autre monde, ces entités d'un autre monde, apparaissent encore une fois de manière, à mon avis, peu anodine, et sans doute sont régis par certaines lois, voilà, de quelque chose qui nous dépasse, voilà, clairement. eh ben écoute, on peut commencer par le Bigfoot qui est le cryptide le plus connu, puis après aller aux autres si tu es d'accord. Quand je dis Bigfoot, c'est un terme générique, hein, parce que c'est les Yétis, les Sasquatch et tout. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on fait cette recherche, c'est qu'il y a plusieurs types de Sasquatch, Bigfoot, Bretou, Yéti. Donc, il y en a qui sont des animaux inconnus. Ça, c'est une certitude. Par exemple, même officiellement, il y a à peu près, je crois, 10 millions d'espèces sur Terre. On en connaît même pas 10%. Et selon même les scientifiques, il y en a beaucoup plus. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, des insectes nouveaux ont été découverts. Il y a même des sous-espèces de lézards qui ont été découvertes en Europe récemment. Euh, Au Vietnam, en 2023-2024, une nouvelle espèce de cerf a été découverte. Les découvertes se font un peu partout. Il faut savoir même que le gorille, par exemple, c'était un mythe jusqu'aux années 1800 et quelques, quand un spécimen a été ramené. C'est pareil pour l'okapi, c'est pareil pour
énormément d'animaux et il y a énormément de découvertes. Un exemple, c'est le célocanthe qui a été découvert en 1938. Du reste, le petit-fils donc de celui qui a découvert le célocanthe, il mène des expéditions encore pour découvrir des animaux disparus ou des animaux censés être éteints depuis longtemps. Et au Galapagos, donc sur une île qui est quand même pas très grande, sur une des îles des Galapagos, il a redécouvert en 2019 ou 2020 une tortue inconnue qui était censée être disparue depuis plus d'un siècle. Donc on voit que les découvertes d'espèces, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et donc il y a des espèces animales inconnues. Par exemple, tout laisse à penser que certains Bigfoot, une minorité, je dirais une minorité de Bigfoot, sont des rémanents, des résidus d'une population de singes, les gigantopithèques, qui vivaient en Amérique du Nord et en Asie. Ça, c'est quasiment certain, mais c'est une minorité, ça va bien au-delà de ça. De même, par exemple, donc il y a une chercheuse anglaise qui s'appelle Di Francis, qui a montré que que en Angleterre, on en parlait justement avant, il y a une population de lions, de félins qui peut encore exister parce que beaucoup de personnes pensent que l'Angleterre, la France, c'est des petits pays et ça, donc la Belgique. Mais dans tous ces pays, il y a des étendues absolument énormes. On va dans certains endroits d'Angleterre où j'ai été en Écosse, on ne voit pas âmes qui vivent sur des dizaines de kilomètres. C'est complètement désert. En fait, là-dedans, les populations se concentrent dans les villes, mais c'est très désert. Quand on va en, en France, par exemple, il suffit de prendre l'autoroute Paris-Valence pour aller donc dans le sud de la France. C'est vide, il y a très très peu de choses. Quand on va dans les Hautes-Alpes, la Drôme et tout, il y a des vallées qui sont pas très grandes, mais c'est impossible d'y aller. Le Val-Gondomar, il y a des forêts, c'est abrupt comme ça, c'est absolument impossible d'y pénétrer. Même il y a des sentiers de randonnée où très peu de gens vont, qui sont assez peu connus. Donc des espaces, il y en a. C'est comme en Corse, c'est plein de grands espaces, et même en Belgique, il y a des endroits, c'est très densément peuplé, mais il y a des endroits où il y a, voilà, où très peu de gens vont, à part des locaux, et tout, c'est pareil, la forêt noire en Allemagne, et tout. Donc les animaux inconnus, c'est très facile pour qu'ils se cachent, sans parler des forêts primaires aux États-Unis, en Russie, en Chine, et tout, au Japon, ça c'est, voilà. Donc, il y a des animaux inconnus. Et on reparlera peut-être tout à l'heure des félins inconnus, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Mais je vais essayer de rester sur le Bigfoot. Il y a des Bigfoot, donc, qui sont des singes inconnus, des animaux inconnus. Mais beaucoup de chercheurs du Bigfoot s'arrêtent là. Par exemple, il y a un chercheur qui est très connu aux États-Unis. Oh, qui s'appelle, oh, comment il s'appelle? Peu importe, il est très connu. Quand on parle Bigfoot, tout le monde ne parle que de lui et tout. Il a plusieurs moulages, plusieurs choses comme ça. Lui ne veut pas aller au-delà de cette hypothèse, qui est plus qu'une hypothèse, de singe inconnu. Pourtant, il y a des témoignages qui montrent que les Bigfoot, c'est autre chose. Par exemple, Tom Lyons, un chercheur américain, il rapporte que que des témoins ont vu des Bigfoot en train de parler entre eux. Donc, ils ont un langage structuré, un langage comme un langage humain, comme le français, comme le chinois, comme l'anglais, un langage complexe. Scott Carpenter, un autre chercheur qui est aujourd'hui décédé, a montré également que certains Bigfoot ont même des formes d'écriture, des formes carrément d'écriture. Quand on regarde, quand on va dans les Hautes-Alpes, quand on va sur le terrain, et pour aller sur le terrain, ça commence par aller au musée du Dauphiné à Grenoble, on peut trouver, en tout cas on pouvait en 2019, je pense que c'est encore le cas maintenant, les livres de Charles Joistel. Alors Charles Joistel, c'était un anthropologue français qui est mort dans les années 50, et lui recueillait des témoignages
deux personnes âgées, donc à l'époque des personnes nées dans les années 1805, en 1950, les personnes âgées étaient nées en 1860, 1870, et il parlait beaucoup plus librement. Et dans les témoignages qu'il recueille, ça parle de Brevetou, le Bigfoot français, qui a à peu près de relative petite taille, mais qui a les mêmes caractéristiques que le Bigfoot américain, qui gardait les moutons. Pour les personnes âgées, se rappelle qu'il gardait les moutons, qui avait des interactions, qui avait des interactions avec eux et tout. Or, un singe ne garde pas des moutons et qu'ils avaient une forme de langage, une forme de communication. Et ça parle aussi, ces livres, de tension entre les humains et les Bretons, puisqu'il y en a eu même deux qui ont été tués. Et à l'église de Saint-Maurice en Val-Gaudemar, on peut voir encore deux sculptures alors de Bretons qui auraient été tués à l'époque, qui auraient été tués, donc je ne sais plus en quelle année exactement, mais on voit les sculptures sur... ça fait partie du folklore local, qui est plus qu'un folklore. Du reste, il y a même une grotte qu'on peut aller voir, une grotte où ces Bigfoot étaient censés, où ces Bretous étaient censés habiter et tout ça. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, que c'est des créatures qui sont humaines. Il y a une intelligence humaine. Il y a quelque chose de de très humain. Euh, Tom Lyons, par exemple, c'est un chercheur, donc quand il parle de Bigfoot, de témoins qui voient le Bigfoot, il voit, les témoins voient l'intelligence dans les yeux. Il voit bien que, que c'est un humain, qu'il s'adresse à un humain. Donc ça va très loin, enfin à une sorte d'humain. Euh, Même par exemple, les chercheurs russes, notamment Boris Porchnev, qui travaillait avec Bernard Heuvelmans, donc qui était le premier à mettre au point le terme cryptozoologie, lui, il parlait justement de Almasty dans le Caucase, et il parlait que c'était des Néandertaliens, mais qu'ils étaient humains, que c'était vraiment une humanité parallèle. Il y a par exemple une, euh, il y a par exemple une légende qui n'est pas une légende, puisqu'il y a les preuves, elle a même des descendants de Zana, donc une jeune Almasty qui aurait été faite prisonnière dans un village et tout. Elle avait un comportement humain, humain féral, mais un comportement humain. Et ça, on retrouve ça dans les témoignages contemporains. Deborah Axwell, quand elle s'est retrouvée face à un Bigfoot, ce qu'elle a dit, c'est que c'était une créature intelligente, une créature qui avait une humanité. Et elle a parlé à de nombreux témoins, et ces témoins parlent de créatures intelligentes, de créatures qui se comportent comme des humains. Donc on voit bien qu'il y a une connexion avec des humanités parallèles. Il y a une présence d'humanité parallèle. Il y a une chercheuse française, Marie Roca, qui parle de ça. De même, le lien avec les humanités parallèles, c'est aussi le petit peuple. Le petit peuple, ce qu'on appelle les fées et les gnomes. Et je fais rentrer ça en partie dans la cryptozoologie. C'est vraiment c'est vraiment connecté à des humanités parallèles. Pourquoi c'est connecté à des humanités parallèles? Parce que ce sont des créatures qui construisent des artefacts qui sont retrouvés. Par exemple, au Canada, il y a des petites pointes de flèches qui ont été retrouvées par une chercheuse canadienne, donc Robin Moonshadow. En Angleterre et en Irlande, il y a des artefacts, il y a des preuves il y a des artefacts de chaussures en peau de souris qui ont été retrouvés. En Amérique latine, par exemple, il y a des pyramides. Il y a des pyramides où justement, même un humain ne peut pas rentrer s'il ne se baisse pas. Donc des pyramides très grandes de plusieurs dizaines de mètres de haut. Mais les humains ne peuvent pas rentrer s'ils ne se baissent pas. Donc c'est quelque chose qui va c'est quelque chose qui va très très loin. Ça va
vraiment très loin. Et beaucoup de personnes continuent à voir les membres de cette humanité parallèle, que ce soit des Bigfoot de grande taille, que ce soit des pygmées, appelons-les les pygmées, des humanités parallèles de petite taille. Il y a énormément de témoignages contemporains. Alors, ça peut paraître fou, une humanité parallèle en France ou aux États-Unis, mais il faut savoir que dans la jungle amazonienne, par exemple, il y a des centaines de tribus qui n'ont pas été découvertes. Il y en a une qui a été découverte récemment. Et il y a au moins une centaine de tribus, et ça c'est tout à fait officiel, qui n'a pas été découverte. De même, la FUNAI aussi, donc c'est l'organisme qui s'occupe de ça, parle d'une quarantaine de tribus non découvertes au Pérou, donc qui n'ont eu aucun contact. Donc en Amérique où il y a des forêts et tout ça, c'est tout à fait possible, c'est même probable. Donc le terme Bigfoot, c'est générique parce que on peut parler d'humanité parallèle inconnue qui dispose de certains pouvoirs psychiques et ça on peut en parler. On peut parler aussi de tribus amérindiennes. Alors là, c'est des humains, du coup, comme nous, des Homo sapiens, mais qui vivent cachés. Et ça, il y a des témoignages assez récents au Texas qui parlent de tribus amérindiennes inconnues. Il y a un film qui développe ce thème. Il y a un film qui développe ce thème, par exemple, The Last of the Dogman, qui date des années 2000, où justement quelqu'un rentre en contact avec une tribu amérindienne inconnue. Donc ça, c'est une certitude. Mais vous allez me dire, mais en France, en Angleterre, comment ça se fait qu'il y a des humanités parallèles? Eh ben, c'est tout à fait possible, puisque ce sont des êtres qui ont la même intelligence que nous, qui sont même beaucoup plus intelligents que nous, qui disposent de certains pouvoirs psychiques selon les témoins, notamment la capacité de se rendre invisible. Il y a peut-être aussi des connexions avec la Terre creuse. Ils sont capables de se réfugier à l'intérieur de la Terre creuse, dans des galeries de la Terre creuse. Donc on voit bien que ces créatures sont intelligentes, possèdent certains pouvoirs psychiques, sont capables d'invisibilité. Donc, euh, donc, donc on voit bien qu'elles peuvent se cacher de l'humain. Et si elles sont connectées à la Terre, de l'humain, de l'Homo sapiens sapiens, parce que ce sont des humains. Et si elles sont connectées à la Terre creuse, si elles connaissent les entrées de la Terre creuse, c'est hyper facile pour elles. Et il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Donc c'est absolument du domaine du probable. Par exemple, et je donne toujours cet exemple parce qu'il est très important, il y a quelqu'un qui était passionné de loups. Et il faut savoir que dans les Hautes-Alpes, il y a une population, c'est là où il y a la plupart des loups en France. Il y a à peu près 400-500 loups dans les Hautes-Alpes, ce qui est pas mal. Et cette personne a passé 20 ans à les chercher. Il n'a jamais vu un seul loup. Pourquoi? Parce que les loups sont intelligents, ils ressentent quand quelqu'un arrive sur leur territoire et ils vont se cacher. Et il en a vu un au bout de 20 ans. Quand il n'en cherchait même pas, il conduisait sa voiture et là, il voit un louveteau juste au bord, un jeune loup, juste au bord de la route qui est en train de courir le long d'une route. Il était émerveillé, mais pour dire que 20 ans, il n'a pas vu le loup. Donc on voit que c'est complètement du domaine du probable. Et ces êtres sont beaucoup plus intelligents que les loups, donc donc ils sont capables de se cacher. Et s'ils disposent de pouvoirs psychiques, alors ils peuvent même confondre l'esprit de la personne et tout. Et certains dogmens, par exemple, comme a dit très justement Deborah Hatswell, il y a dans certains cas d'apparition de dogmen, c'est très difficile de dire si c'est un Bigfoot ou si c'est un dogman. Et si certains dogmen n'étaient pas des représentants de cette humanité parallèle. C'est comme par exemple, il y a l'homme de Flores aussi, en, qui a été découvert donc en 2004 en Indonésie. Donc c'est un homme censé être préhistorique qui aurait vécu de petite taille, à peu près 1,20 m
qui aurait vécu en marge, isolé sur cette île. Et sa description correspond à celle de l'orang pendek. L'orang pendek, c'est un petit être des forêts qui habite justement dans certaines îles d'Indonésie. Et il correspond exactement à l'homme de Flores. Donc on voit bien, et beaucoup de gens le voient. Il y a même des films, des photos qui ont été prises, assez impressionnantes. Donc, ces humanités parallèles, c'est une réalité. Elles sont aussi intelligentes que nous. Elles ne sont pas hostiles. Elles sont même plutôt bienveillantes pour certaines, mais elles nous craignent, ce qui peut parfois expliquer certains conflits. Comme elles nous craignent, il y a des personnes qui peuvent disparaître ou être... Il peut y avoir des conflits. Et beaucoup de ces humanités parallèles des membres de ces humanités parallèles ont été tués et pour moi sont encore tués. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tom Lyons rapporte le cas de milliardaires donc en Floride qui littéralement capturaient ces Bigfoot parce qu'ils savaient où aller et les gardaient prisonniers et faisaient payer aux gens pour aller les voir dans des espèces de trucs, c'est absolument abject. Donc ça, on voit bien que, on voit bien que c'est absolument abominable, absolument abject et absolument pervers. Et ces apparitions, donc cette humanité parallèle, elle est elle est présente parmi nous. Il y a des témoignages de ça, comme le témoignage de Deborah Swell, qui a vu une de ces humanités parallèles. Il y a le témoignage aussi en France d'une certaine Marion qui, dans les années 90, était dans un camp de vacances en Savoie, et elle aperçoit un petit être d'aspect humain, mais de petite taille, courir avec une espèce de gibecière sous son bras. Donc là, elle était en colonie de vacances, elle prévient les moniteurs qui préviennent la gendarmerie. La gendarmerie fait des recherches, mais après, les moniteurs leur disent de n'en parler à personne. Donc tout ça s'est mis sous le boisseau. À Vintimille, il y a un chauffeur de camion en 1996. Vintimille, c'est sur la frontière italienne, qui a vu toute une famille de ces Bretons, de ces humanités parallèles. Donc, donc voilà, c'est quelque chose qui est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on ne le dit. Par exemple, il y a un Français, Virgile Candeille, qui récolte un petit peu les témoignages, il fait parler des gens sur sa chaîne et tout, et le nombre de témoignages, c'est impressionnant. De même, Morgan Priest avec le Dogman, les témoignages qu'il rapporte, c'est impressionnant. Et on voit bien qu'on a affaire à des créatures qui sont physiques, mais qui sont intelligentes. On a quelque chose qui est aussi intelligent que nous. Donc, ça, c'est certain. Et pourquoi tant de tabous sur cette humanité parallèle? Parce que ça remet en question le darwinisme. Ça remet tout en question la théorie de l'évolution. Ça remet en question la science qui a été imposée par les Rockefeller. Par exemple, euh, quand il y a des témoignages de Bigfoot dans les journaux, quand ils arrivent jusqu'aux journaux, et c'est très rare, s'ils ne sont pas moqués, s'ils sont à peu près bien couverts et tout, les journaux vont parler de singes. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, il y a des singes inconnus, mais le terme de singe géant, de ape man, c'est quelque chose qui est très utilisé depuis les années 20. D'un coup, ça a changé. Alors qu'avant, quand les gens parlaient de Bigfoot, ils disaient wild man, un homme sauvage. C'est pas la même chose qu'un ape man. C'est pas la même chose qu'un homme singe. Mais ça remet énormément de choses en question. Et puis, il y a ces cas, ces apparitions de Bigfoot qui défient littéralement toute logique. Et il y en a énormément. Et ça, c'est ou des néphilim ou des entités sans âme qui prennent l'aspect de Bigfoot, parce qu'il y a ça aussi. Et on va voir comment on peut distinguer ça.
Alors, je vais donner un témoignage. Il y a un chercheur américain qui est aujourd'hui décédé du nom de Scott Carpenter. Lui, c'était quelqu'un, quand il était jeune, il avait une dizaine d'années, et un jour, une soirée d'été, il sort sur son porche. Sa mère était allée jeter les poubelles ou quelque chose comme ça, et puis il avait peur à l'intérieur, donc il décide de sortir. Quand il sort, il voit une famille de singes. Voilà, il les décrit comme des singes. Donc il a peur et là, il en parle à sa mère. Sa mère lui dit non, tu as confondu un putois avec un singe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une odeur extrêmement forte. Ces animaux sont connus, ces humanités parallèles sont connues du reste pour avoir une odeur assez forte, notamment pour les apparitions de Bigfoot. Mais on va voir que c'est pas forcément une humanité parallèle. Donc, même, ce n'est même pas du tout. Tu vas comprendre. Donc, là, Scott Carpenter est complètement traumatisé, complètement terrorisé par ce qu'il a vu. Et à tel point qu'il a du mal même à sortir dans la forêt et tout. Et il est d'autant plus traumatisé que personne ne le croit. Tout le monde pense qu'il a confondu un putois avec un singe. Ça devient même une source de rigolade dans sa famille. Et on retrouve le même schéma avec Deborah Hatswell quand elle a sa rencontre avec le Bigfoot à 13 ans. Euh, Ça l'a complètement déstabilisée. Ça l'a rendue malade. Elle en est même tombée dans l'alcoolisme. Et c'est après, quand elle a rencontré son mari qui était ouvert sur ça, qu'elle a pu en parler, que elle a commencé à faire ses recherches. Mais ça l'a traumatisée encore plus que Scott Carpenter. Or, une rencontre avec une humanité parallèle, ça n'a pas des effets à long terme comme ça. Ça peut créer un émerveillement, peut-être une peur, mais ça finit par s'atténuer. C'est comme quand quelqu'un tombe face à face à un ours dans les Pyrénées, par exemple. Il peut y avoir la peur, l'émerveillement, mais ça va pas créer un stress post-traumatique, sauf s'il y a une attaque. Voilà. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Donc Scott Carpenter, il a très peur, et puis ça finit par disparaître. Mais quand il a 25, 30 ans, et vers 30 ans, il recommence à aimer la nature, il commence même à vraiment adorer la nature, les randonnées. Il se dit que finalement, il a dû rêver et tout, il est dans le déni. Et là, il est en train de pêcher et il rencontre, il revoit une créature exactement en forme de singe. Il revoit le même genre de créature. Donc là, au début, il est très effrayé, mais la créature ne lui fait pas de mal. Donc il se dit, voilà, ben, j'ai finalement tout simplement vu j'ai vu un singe inconnu, c'est ce que j'avais dû voir quand j'étais petit. Mais ça commence à le fasciner. Et il commence à participer à des conférences sur le Bigfoot. Et là, euh, les participants lui disent, bah écoute, ce que tu as vu, c'est un singe inconnu, c'est un ape man. Il y en a dans les forêts américaines, ils sont relativement intelligents, mais ils ne sont pas du tout méchants. Donc Scott Camporter, euh, il croit à cette hypothèse. Mais à un moment donné, il commence à voir des espèces de constructions, des espèces de cabanes, mais tressées avec des lianes tressées d'une certaine manière. Et il comprend qu'elles sont trop hautes pour être humaines, en plus c'est tressé et tout, donc il se dit, il y a quelque chose, c'est plus qu'un singe. Et après, il revoit cette créature et de fil en aiguille, il commence à communiquer. D'abord en tapant sur des arbres, ensuite il communique avec ces créatures par le biais de pierres. Donc, il met deux ou trois petites pierres comme ça sur du marbre, et il regarde sur un espèce de bloc, pas de marbre, mais un bloc de quartz, si tu veux. Et il se dit, je vais mettre les pierres et voir si les pierres sont déplacées, parce que j'ai l'impression que ces créatures veulent communiquer avec moi.
Donc, il met les pierres. Une semaine après, les pierres sont changées par des pierres d'une autre couleur. Donc, on voit qu'il y a une communication. Et sur une autre pierre, il voit un petit tas de trois pierres et une pierre. Et de fil en aiguille, il met au point un système de communication par des pierres et il commence à communiquer avec les Bigfoot. Et les Bigfoot, quand il fait des tas de trois pierres, les Bigfoot font un tas de quatre pierres et tout. Donc on voit que ça devient que c'est une communication intelligente. De fil en aiguille, il y a même une communication par des symboles qui se fait. Il se rend compte qu'ils écrivent des symboles, qu'ils dessinent des symboles. Donc il se dit, bah, c'est pas un singe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus humain. Et à un moment donné, il est avec un autre chercheur et il commence à faire des blagues sur les Bigfoot. Tu sais comment c'est les Américains un peu dans sans préjudice, mais quand ils sont les outdoorsmen, comme on dit, quand ils sont dans la forêt, entre eux, ils font tous très souvent boire des bières, faire un peu des blagues et tout. Ils commencent à faire une blague sur le Bigfoot. Là, figure-toi que ils ressentent une douleur dans la tête, ils ressentent et un choc électrique, ils se retrouvent par terre. Et là, ils voient un Bigfoot qui est en train de s'enfuir. Donc, comme Scott Carpenter prend des photos et des choses comme ça, c'est très complexe et il se rend compte qu'il a affaire à quelque chose qui est paranormal. Pourquoi? Parce que les entités, les Bigfoot, le suivent chez lui. Et là, sa femme commence à voir ces entités. Même dans le quartier où il habite, il y a des choses qui disparaissent dans les jardins, des animaux qui disparaissent. Lui, il essaie des croquettes pour ses chiens dans une espèce de boîte. La boîte est ouverte, donc comme une main qu'il a ouverte, et les croquettes ont disparu. Il y a des choses qui disparaissent dans son jardin. Voilà. Et les Bigfoot, des gens dans le quartier commencent à les voir. Donc, sa femme les voit et tout. Et il se dit, c'est pas normal qu'ils m'ont suivi. Et à un moment, il commence à laisser des plumes, mais des plumes disposées intelligemment. Et il laisse aussi des crânes de cerf avec des plumes à l'intérieur. Donc, il se dit, mais j'ai affaire à quelque chose qui me suit complètement. Et il prend des photos et tout, c'est documenté du reste dans ses livres. Et à un moment donné, il recueille des des poils de ces créatures. Et donc, il les fait analyser. L'analyse montre que l'ADN mitochondrial, donc qui vient de la mère, est un ADN humain. Un ADN humain d'un génotype qui vient plutôt du Moyen-Orient. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais, mais, l'ADN nucléaire est totalement inconnu. Quand je dis totalement inconnu, il ne correspond à aucune espèce animale terrestre. Même la structure de l'ADN est différente. Ça correspond à autre chose. Du reste, la scientifique, le docteur Melba Ketchum, qui a fait ces analyses, elle a fini par... elle a été démolie, complètement détruite et tout. Il y a eu une campagne de diffamation abjecte sur elle. Elle s'est faite complètement casser parce qu'ils avaient prouvé que le Bigfoot, c'était une sorte d'hybride, ce qu'on peut appeler un néphilim. Et, et du reste, les légendes de Néphilim qui sont pas des légendes viennent du Moyen-Orient. Donc, est-ce que ces créatures ne seraient pas déplacées d'une manière ou d'une autre vers les États-Unis et et un petit peu dans le monde entier? Donc du coup, il commence à comprendre que, qu'il a affaire à un hybride, à quelque chose qui n'est absolument pas humain, qui est connecté à des entités non humaines. Et à ce moment-là, il commence à être ces entités qui étaient plutôt sympathiques, commencent littéralement qui étaient sympathiques dans le sens qu'ils faisaient des blagues et tout, mais ça allait pas plus loin. Là, elle commence vraiment à l'attaquer quand il va dans la forêt. Il a des maux de tête, des choses comme ça. Il commence à avoir des phénomènes paranormaux chez lui. Et à un moment donné,
il va dans la forêt et là, il se fait attaquer par une des entités parce que les entités tournaient autour de lui, hein. Mais il voulait percer le mystère. Et là, il sent des maux de tête absolument terribles. Et du coup, il est tombé malade et il est mort quelques semaines plus tard. Donc, ces entités ont fini par le tuer. C'est exactement pareil avec une dame qui vivait en Californie et qui vivait non sur la côte est au départ. Sur la côte est, cette dame s'occupait de ses filles, vivait avec un mari et tout ça, vie tout à fait normale. Et un jour, les filles doivent faire un exposé sur le Bigfoot à l'école parce que c'est beaucoup plus ouvert aux États-Unis qu'ici. Donc, il y a des exposés parfois sur des choses comme ça, même en Angleterre, en France, rien. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, les filles font l'exposé sur le Bigfoot et elles demandent à la mère, Maman, est-ce que tu connais le Bigfoot? Et la mère lui dit, non, non, c'est une légende, ça n'existe pas. Mais la mère, qui est curieuse, elle commence elle commence à faire ses recherches sur Internet. Et là, elle tombe sur des articles et elle est prise de passion. Donc, elle et le mari rejoignent un groupe de recherche sur les Bigfoot et ils vont faire des sorties. Des sorties pour aller chercher ces, ces, ces animaux. Et un jour, ils finissent par tomber sur un jeune Bigfoot, un bébé Bigfoot et tout, qui est photographié. La photographie même, la dame l'a fait, le groupe là et tout, c'est une photographie qui existe et tout, qui est photographiée, qui est dans un arbre. Et là, il y a une connexion qui se fait entre la mère et le jeune Bigfoot. Et là, la passion tourne à l'obsession. Elle quitte tout, elle quitte son mari et elle emmène ses filles avec elle et elles vont s'installer en Californie, qui est un État qui est connu pour les Bigfoot. Donc on sent qu'il y a quelque chose la prend. Et donc la mère et les filles, elles commencent à mener une nouvelle vie en Californie. Le mari ne voulait pas les suivre, le mari, il disait c'est ou moi ou le Bigfoot et elle choisit le Bigfoot. Donc c'est pas anodin que ça ait impacté sur son couple comme ça. On voit déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, la mère passe ses journées à faire des randonnées, à chercher le Bigfoot, à documenter ça. Elle fait ce travail professionnellement, même elle quitte tout pour faire ça. Et elle amène les filles qui sont aussi passionnées que la mère. Et un jour, la mère et les filles voient un Bigfoot sur une route de montagne. Et le Bigfoot les regarde. Et là, le Bigfoot est intéressé par les filles. Mais la mère voit la méchanceté, la perversion. En gros, il voulait les attaquer. Voilà. Donc la mère et les filles, elles s'enfuient. Et là, la mère commence à se dire, mais ces créatures ne sont pas forcément aussi positives qu'on le dit. Et elle commence à voir, c'est plus que des singes. J'ai vu dans ce regard une méchanceté, mais aussi une intelligence, une perversion, quelque chose. Donc là, elle est vraiment fascinée. Ensuite, suivent des phénomènes paranormaux. Des phénomènes paranormaux. Des phénomènes de poltergeist et tout. Et la mère, la fille et le nouveau compagnon de la mère qui était passionné de Bigfoot aussi, ils vivent tout ça. Donc, à un moment donné, les filles sont chez leur père et le compagnon de la mère, il était donc chauffeur, donc il est parti pour plusieurs jours. Et là, là, elle est littéralement assiégée, la maison est assiégée par des Bigfoot qui la voient, qui sont autour de chez elle, et elle n'en peut plus, veut prendre sa voiture et s'enfuir parce qu'elle est vraiment effrayée, parce qu'il y avait d'autres phénomènes. Quand elle, quand elle prend la voiture, la voiture ne démarre absolument pas. Et donc elle rentre chez elle, et là, juste devant sa porte, il y a un Bigfoot qui lui parle. Pourquoi tu t'intéresses à nous? Un truc de fou, hein. Qui lui parle télépathiquement, je crois. Et elle dit, et elle dit,
ben, je veux vous protéger, je veux pas que vous soyez découvert et tout. Je cherche juste à vous protéger. Voilà, je ne veux pas vous faire de mal, ni rien. Et le Bigfoot lui dit quelque chose, je sais plus exactement quoi, et il disparaît. Il disparaît comme ça. Euh, Elle rentre chez elle, elle fait une attaque cérébrale massive. Euh, je sais pas trop comment, mais son copain r- arrive plus tôt parce que sa livraison n'avait pas pu se faire ou un truc comme ça. Il la découvre, elle est amenée à l'hôpital et elle s'en sort. Donc vraiment, c'est assez miraculeux. Et le copain dit, écoute, on est assiégé par ces Bigfoot. C'est Et la mère commence à comprendre qu'il y a un lien entre les Bigfoot et ce qu'elle a vécu. Et elle ne veut pas retourner à la maison en plus parce qu'elle commence à avoir vraiment peur. Et il dit, écoute, tu prends tes filles et on va vivre dans ma maison de campagne dans le Tennessee. Donc, il a vu une autre maison dans le Tennessee. Donc là, elle va dans le Tennessee et tout se passe bien. Mais quelques mois plus tard, il y a des phénomènes d'abduction qui ont lieu et des phénomènes de... Donc, la dame meurt d'une maladie incurable. Et là, voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va bien au-delà d'une créature ordinaire. On voit où que c'est une entité sans âme ou un néphilim. Ces hybrides ces hybrides entre anges déchus et humains. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de paranormal. Et quand on étudie les Bigfoot, le petit peuple, il y a des pouvoirs psychiques, donc ça c'est clair, mais il y a parfois des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, notamment la capacité de se rendre invisible, la capacité aussi de mimétisme. Par exemple, il y a un chercheur qui se retrouve dans une forêt, donc comme pas un chercheur, un promeneur qui se retrouve dans une forêt qu'il connaissait depuis qu'il était jeune, et il voit des arbres différents. Il se dit, c'est bizarre, les arbres ont changé, les arbres sont différents. Mais il se dit, bon, bah, je vais installer mon campement et tout. Il installe son campement et il voit ensuite les arbres se transformer en Bigfoot. Ça paraît fou, mais c'est des techniques de mimétisme. On voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas humain. On voit bien qu'il y a une technologie, il y a quelque chose de non humain. Ce qui explique que certains Bigfoot peuvent être connectés au Néphilim. Et c'est comme pour le Dogman, par exemple. Le Dogman, je pense que le travail de Virgil Candeil et Morgan Priest le démontre bien, et de Linda Godfrey aussi, qu'il y a une créature inconnue ou une humanité parallèle qui est là, qui fait, qui est là, qui explique certaines apparitions de Dogman. Dans ce cas-là, quand il y a une interaction, la personne peut avoir peur, mais ça s'arrête là. Mais il y a d'autres interactions il y a d'autres interactions avec les dogmens qui vont beaucoup plus loin, qui montrent qu'il y a une composante paranormale, une composante aussi liée aux entités sans âme, une composante qui est connectée au complexe militaro-industriel. Par exemple, une personne, donc, elle est avec son mari, elle voit un dogman, elle voit un dogman, je crois que la voiture s'arrête et tout s'arrête, elle est effrayée, puis le dogman part, la voiture repart, et quelques minutes plus tard, elle aperçoit des ovnis. Et j'ai eu l'occasion de parler avec cette personne tout à fait crédible et tout, mais on voit que les phénomènes paranormaux sont très souvent liés. Beaucoup d'apparitions de Bigfoot et de Dogmen ont lieu près de bases militaires. Par exemple, il y a beaucoup d'apparitions du Bigfoot anglais près de Cannock Chase, donc qui est une base militaire en Angleterre. Il y a des apparitions de Dogmen aussi et des disparitions mystérieuses autour du mont Ventoux. Et ça, c'est près de la base du plateau de l'Albion. Plateau de l'Albion qui est connu pour être lié aux accords avec les gris, les extraterrestres gris. Jimmy Gill en avait parlé. Donc, quand on va au plateau de l'Albion, on peut se rendre compte que c'est une base militaire,
qui est censé être plus ou moins désaffecté, mais c'est pas désaffecté. Il y a des caméras partout, des barbelés absolument énormes et tout, des personnes qui se sont arrêtées, ont été interpellées et tout, donc c'est tout sauf désaffecté. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a une contamination des sols par quelque chose, et ça, du reste, il y avait pas mal de chasseurs qui étaient tombés malades, qui disaient que c'était des radiations et tout, mais il y a une contamination. Et nous, on est allé en 2022 parce qu'il y avait une apparition de Dogman près de Carpentras. On arrive à- donc sur cette route qui mène qui est entre Carpentras et le plateau de l'Albion, et on arrive au village où avait eu lieu l'apparition de Dogman. Quand on dit village, c'est vraiment un hameau. Et un petit peu plus loin, où avait eu lieu l'apparition, il y a des barrières partout. Et la forêt, qui est une forêt de pins, elle était fermée parce qu'il y avait une pollution des sols. Donc on était un petit peu déçus, mais on a continué. On s'est rendu compte que c'était à proximité du plateau de l'Albion. Et plateau de l'Albion, on a tout de suite pensé expérimentation génétique, qu'il y a quelque chose. Figure-toi que en 2024, je fais une enquête en hypnose avec Nagiste sur justement la base du plateau de l'Albion. Et elle décrit, donc elle est en état de conscience modifié, et elle me décrit qu'elle voit des militaires qui travaillent avec une substance noire, qui a un aspect intelligent, donc qui travaillent avec la black goo. Or, selon les Amérindiens, on en avait parlé, selon les Amérindiens, la black goo est connectée à un prédateur, donc en forme d'araignée, qui, quand ils s'assemblent entre eux, mange littéralement des humains et des animaux et utilise l'ADN humain et animal pour prendre une certaine forme. Donc je me suis dit, la black goo connectée au prédateur, apparition de Dogman au niveau du plateau de l'Albion, c'est pas anodin. Il y a une connexion avec sa expérimentation sur la black goo et une expérimentation et une connexion avec des expérimentations génétiques qui ont lieu. Et Deborah Hatzwell, elle explique que la base de Canute Chase, elle est connectée à des expérimentations génétiques. Or, beaucoup de gens à proximité de Canute Chase ont vu quoi? Ils ont vu des Dogmen, ils ont vu des Bigfoot, il y a des disparitions mystérieuses, et il y a même une créature moitié homme, moitié cochon, qui s'appelle en Angleterre le Pigman. Et donc, dans la base militaire de Canute Chase, euh, les expérimentations génétiques durent depuis très longtemps. Et c'était un lieu où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les prisonniers allemands étaient maintenus prisonniers. Et selon Deborah Hatzwell, ils pouvaient sortir, ils étaient même pas enfermés parce qu'il y avait quelque chose dans la forêt qui les effrayait. Les prisonniers allemands ne s'échappaient jamais parce qu'il y avait des choses effrayantes dans la forêt. Donc, on voit bien que c'est les années 40, donc on voit bien que les expérimentations génétiques étaient censées ne pas exister. Donc, on voit bien que dans ces bases militaires, dans les souterrains, il y a une technologie beaucoup plus avancée qui est connectée à la Tartaria, qui est connectée à la collaboration avec les entités non humaines, qui est connectée à la Black Goo. Mais en tout cas, le fait que que certains de ces créatures soient des expérimentations génétiques, c'est corroboré aussi par le témoignage de Swali. Swali, une survivante des réseaux sataniques, qui a été conçue dans les années 50 par modification génétique, qui a travaillé pour la face ésotérique des jésuites, qui n'a rien à voir avec des prêtres, c'est des hommes, des femmes qui sont satanistes et spécialisés dans les manipulations génétiques et les manipulations de la réalité. Et ce que Swali explique, c'est que les jésuites, les prêtres, c'est une façade pour cacher ce qu'il y a derrière, pour cacher vraiment le côté ésotérique. Elle l'explique très clairement. Donc, un prêtre jésuite n'est pas forcément au courant de ce qu'il y a derrière. C'est comme quelqu'un qui est dans une autre société secrète, la franc-maçonnerie, n'est pas forcément au courant qu'il y a tout un côté
ésotérique et satanique derrière. Donc ça, c'est bien pour préciser. Et Sally, elle décrit donc dans son témoignage, dans ses mémoires, elle a écrit des mémoires en 3 tomes, que sous un lieu à la frontière franco-suisse, donc qui s'appelle le CERN, qui est connecté à Internet et tout, il y a en dessous une base où il y a des manipulations génétiques qui sont faites. Ces manipulations génétiques sont des chimères, des croisements entre humains et animaux, et elles sont supervisées par des anges déchus qui s'hybrident aussi avec les humains. Et elle explique que les anges déchus sont dans la matière, et elle explique qu'il y a des néphilim, des hybrides entre humains et anges déchus parmi nous. C'est pas la même chose que les hybrides issus d'abduction, pas des anges déchus, les constructeurs de cette matrice. Et elle décrit tout ça, et elle explique que ces chimères sont produites et vendues à des milliardaires, en fait. C'est un truc absolument abject, c'est presque insoutenable, mais pour dire que les Bigfoot et les Dogmen sont connectés à la fois à des humanités parallèles, des animaux inconnus, mais il y a un aspect paranormal, un aspect connecté aux modifications génétiques, connecté aux entités sans âme. Donc c'est vraiment quelque chose de multifactoriel et qui va très loin. Et c'est pareil pour les humanités de petite taille. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des enquêtes sur les Bretous avec une hypnologue, donc Stéphanie Nadon, qui s'est mis en état de conscience modifié. Et elle explique qu'il y a certains Bretous, donc pas tous, mais certains, qui sont extrêmement positifs, qui sont une humanité parallèle très positive, qui ont des connaissances par rapport à la matrice et tout. Et comme tu avais dit au départ, ces humanités parallèles positives, elles ne se montrent que quand elles veulent se montrer. Et ça, c'est confirmé par d'autres chercheurs. Deborah Hatzwell a dit, elle passe avec son mari des heures à faire des enquêtes pour, pour essayer de voir un Bigfoot et un Dogman. Elle a vu très très peu de choses. C'est quand elle s'y attend pas qu'elle voit les choses. Voilà, c'est ça. Tout le temps avec le paranormal, c'est tout le temps comme ça. Tu veux absolument capter quelque chose, bah, comme ceux qui font la chasse entre guillemets aux fantômes, effectivement, il y a rien qui se passe. Et c'est généralement quand t'as pas d'appareillage ou que tu n'es pas prêt à faire une photo ou un film, que généralement tu le vois et t'as pas le temps de décrocher, t'as pas le temps de dégainer. D'ailleurs, c'est ce que je dis, c'est comme en ufologie. Avec les ovnis, quand il y a un phénomène comme ça, généralement, ils ne veulent pas se montrer et ils feront tout pour que tu ne puisses pas le faire. Donc, en fait, les entités, les ovnis, la cryptozoologie, enfin, en tout cas, ces êtres d'une autre réalité, finalement, feront de toute façon tout pour que vous ne puissiez jamais les attraper. C'est pour ça qu'il y a très, très peu de documents, finalement, filmés, de qualité, en tout cas. Il y a aussi beaucoup de fake, bien entendu. Mais je reviens 2 minutes sur l'affaire, tu sais, du fameux film de Patterson Gimlin, là. Ah bah, écoute, franchement, moi, ça, je sais qu'on peut me rire au nez, il n'y a pas de problème. C'est un document pour moi qui reste, encore une fois, à ce jour, quelque chose d'incroyablement... comment? Je vais pas dire que c'est vrai, je vais pas dire que c'est faux, en tout cas. Donc, moi, j'ai envie qu'on me prouve que c'est faux, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis tout à fait pour dire que c'est authentique. Moi, j'ai des informations nouvelles par rapport à Patterson Gimlin. Donc, il y a David Paulides, un chercheur américain qui a justement pas mal travaillé sur le Bigfoot aussi. Il est spécialisé en disparition, mais il s'intéresse au Bigfoot. Lui-même a conclu que le Bigfoot, c'était une forme de vie inconnue, c'était quelque chose qui était, c'était ce qu'on peut appeler une espèce de forme de vie inconnue, quelque chose, en gros, voilà, que c'était inférieur. Et il a dit, ça se caractérise par un aspect vraiment humain. Voilà, c'est ça, et que c'est complètement cassé, censuré. Le fait que cette forme de vie inconnue a un comportement humain et une intelligence humaine.
Donc lui, il a travaillé avec Scott Carpenter, donc il a, il a très bien compris que le Bigfoot s'était connecté aux Néphilim et aux choses comme ça. Donc ça c'est clair, même s'il le dit pas ouvertement, il a compris ça. Et quelqu'un qui connaît a réanalysé le film de Patterson Gimlin et s'est rendu compte que la créature, donc comme ça, c'est par des agrandissements et tout, avait les cheveux tressés. Donc, comme dit Paulides, c'est pas un animal qui va se tresser les cheveux. Donc, voilà, c'est une réalité. Ça a été même confirmé par Bob Gimlin, qui est encore vivant du reste. C'est vrai qu'en plus de ça, ils avaient fait. J'avais vu un documentaire il y a déjà, ouais, il y a déjà longtemps sur YouTube, et c'était très intéressant parce que de toute façon, en faisant l'analyse justement de ce Bigfoot hein, qu'on voit ici en incrustation, euh, que j'utilise d'ailleurs notamment pour le générique, enfin que j'utilisais notamment pour le générique paranormal, c'est en fait il y a quelque chose aussi d'observable et carrément peu probable qu'on puisse fausser ça. C'est le mouvement des hanches, le mouvement même des mamelons de enfin, de cet être, alors féminin, masculin, peu importe. Mais en tout cas, on voit vraiment tout le mouvement des mamelons, du bassin aussi, quand cette créature marche, qui de toute façon sait apparemment, enfin, se retourne vers ceux qui les observent et visiblement, bon, ça ne la gêne pas trop à cette créature donc. Et en fait, ça, ils avaient expliqué que reproduire ça dans un costume, tu sais, en admettant qu'on veuille fausser le document, ça paraît peu probable. Pourquoi? Parce que ça demanderait vraiment une technique de, de costume vraiment, tu sais, vraiment très élaborée. Et n'oublions pas quand même aussi, très important, que quand le document a été filmé, à Hollywood, au cinéma, bah, il y avait pas ce niveau de réalisme en fait. Maintenant, tu le ferais, on pourrait le faire en IA, on pourrait le faire en image de synthèse, on pourrait également faire en animatronique, on pourrait le faire avec des costumes bel et bien élaborés. Et effectivement, de nos jours, on n'aurait pas du mal à reproduire ce genre de truc, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment toutes les techniques qu'il faut au cinéma, on est bien d'accord. Mais à cette époque-là, quand c'est filmé, je ne sais plus exactement, dans les années 50-60, je ne sais plus trop exactement, 60, je crois. 60, début 60, Ouais, je vais le, regarder. le cinéma, franchement, à Hollywood, les effets spéciaux, c'est juste de la vaste blague, quoi. On est presque chez Foire Fouille, au rayon carnaval, et voilà, quoi, enfin, j'exagère un peu, mais 1967. donc voilà, en 67, clairement, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de costumes, enfin à ma connaissance en tout cas, et à notre connaissance du cinéma hollywoodien américain, puisque c'est quand même aux États-Unis que c'est filmé, hein, il n'y a pas un niveau de réalisme tel qu'on retrouve dans ce document, quoi. Donc c'est vraiment dire, si c'est juste un film amateur, bah franchement, les mecs chapeau, ils auraient pu vraiment être, bah ouais, ils auraient pu être engagés par Hollywood sans problème. Et ils auraient fait des films extraordinaires au niveau, avec un niveau de réalisme. Mais encore une fois, regardez bien, je le mettrai de toute façon en incrustation. Le niveau vraiment, encore une fois, des mouvements du bassin, des mamelons. Enfin, voilà, il y a vraiment une peau, il y a une vie derrière tout ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je le répète. Prouvez-moi vraiment, mais vraiment, que ce document est faux. Donc, j'ai envie de dire que c'est vrai, franchement.
j'ai un gros doute sur le contraire, quoi. Enfin voilà, donc ça c'est donc par rapport à ce que toi tu racontes, ça je ne le savais absolument pas. Donc merci Paul pour cette info. Et mais bon voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a encore une fois, c'est ce que je dis, très peu de documents. euh, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent faire aussi du buzz, etc. Et donc prétendent que. Mais encore une fois, ce qui m'énerve avec tout ça, c'est que finalement, même s'il y a des faussaires, et il faut le reconnaître aussi, hein, c'est que malheureusement, enfin heureusement, malheureusement, le phénomène n'en est pas pour autant faux, inexistant. Il y a plein de témoignages, comme tu viens de le dire, comme tu viens d'en citer quelques-uns, du moins, il y en a beaucoup plus, bien entendu. Surtout, bah, c'est comme encore une fois que tous les phénomènes dits paranormaux, UFO, enfin OVNI, les dogman et j'en passe. En fait, voilà, le phénomène existe, le phénomène est comme tu dis inattendu, impromptu, on s'y attend absolument pas, et c'est généralement dans ces cas-là que, bah, que vous n'avez pas le temps de dégainer quoi que ce soit, pour le peu que vous ayez un appareil, hein, et selon les époques aussi. Maintenant, on le sait très bien, on revient avec ça. T'as le meilleur smartphone du monde, l'OVNI, bah tu vas le filmer, ça va être flou, dégueulasse, quoi. Et il y en a Donc, énormément et il y en a énormément de photos de Bigfoot et tout, mais ils arrivent à occulter les photos. voilà, on dirait qu'il y a un rayon, on dirait qu'il y a un rayonnement lors de la prise de photos. C'est comme si c'était inaccessible. Et encore une fois, voilà. Moi, je pense que de toute façon, appareil photo ou pas, faut se dire un truc, c'est que si vous rencontrez un phénomène comme ça, soyez humble avec la plus grande humilité que vous n'ayez jamais eue dans votre vie. Dites-vous bien qu'on n'est pas les seuls, qu'on est, comme tu dis, entouré d'êtres clairement inconnus au bataillon, que ce soit déjà de la partie scientifique, bon ça voilà, et puis de la partie, disons, un peu plus ésotérique, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, quoi. De toute façon, voilà, on ne sait déjà même pas à quoi ressemble cette Terre, on ne sait pas si elle est ronde, si elle est plate, si elle est triangulaire, on ne sait pas sa grandeur, on ne sait pas voilà, la fameuse terre creuse, il y a quand même énormément de témoignages avec ça. Ce qui voudrait dire finalement, j'aurais presque envie de conclure là-dessus avant que tu ne termines peut-être toi, Paul, c'est que j'aurais presque envie de conclure là-dessus. Si des humanités, disons, étrangères à celles qu'on connaît, donc nous, existent, sous nos pieds, on va dire ça comme ça, ou dans nos contrées, de manière cachée, hein, comme tu l'as très bien dit aussi également il y a 20 minutes, euh, c'est que je pense que bah, faut pas aller plus loin. Il faut se dire que l'humanité a été clairement aussi créée de toutes pièces. Et l'homme, tel qu'on le connaît, le fameux Homo sapiens sapiens, n'est nullement une évolution d'un quelconque autre homme australopithèque et j'en passe que Darwin veut bien nous vendre, quoi, hein. Oui, Donc oui, c'est non. clair. Donc je me dis, voilà, où est la limite entre la modification d'une humanité tout à fait différente, mais qui, encore une fois, a des facultés quand même assez proches de l'humain qu'on connaît, donc à savoir le langage, à savoir pourquoi pas des rituels, hein. Donc je veux dire, c'est quand même voilà, où est la frontière entre, de nouveau, qu'est-ce qui est normal, paranormal? Je me dis, dans le fond, nous sommes nous-mêmes des êtres paranormaux, finalement, quelque part, hein. Oui, oui, mais c'est ça. Mais de toute façon, on en sait, on ne- il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. C'est par exemple, ça, c'est par exemple les félins aussi qui ont été vus en Angleterre et en France, des félins de type puma et tout. Bon, des, s'expliquent par des pumas qui ont été relâchés dans les années 70, qui se sont reproduits tous, tout simplement des panthères et des choses comme ça. Mais d'autres descriptions correspondent à des descriptions de lions. Or, les lions séjournaient en Europe de l'Ouest il y a 4000 ans et des chercheurs pensent qu'il peut y avoir des reliquats de ces populations. Et ça, c'est totalement au niveau 5 sens. Et puis, c'est pareil, il y a aussi le côté paranormal, c'est que quand il y a ces apparitions de félins mystérieux, les gens vont les photographier, la caméra ne marche pas, ou, ou ça ne sort pas. Il y a aussi des voitures qui tombent en panne, il y a aussi des créatures qui disparaissent sous les yeux et tout.
et il y a aussi souvent des séquelles sur la personne qui a vu ça, dans le sens comme si quelque chose s'accrochait à elle. Donc, et après, bon, ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des maladies, même le décès et tout, ou bien des phénomènes paranormaux et des choses comme ça. Donc on voit que c'est multifactoriel, qu'il y a à la fois des animaux inconnus, certitude absolue. Il y a aussi, euh, il y a aussi des créatures qui ont été relâchées, qui sont multipliées, certitude absolue aussi, mais il y a cet aspect paranormal. C'est comme le monstre du Loch Ness, par exemple. Donc, le monstre du Loch Ness, il y a des gens qui décrivent ça comme un plésiosaure. Et il y a même des preuves, des échos et tout. Alors, les plésiosaures, qui n'étaient pas des dinosaures, c'était un reptile aquatique, c'est un peu différent des plésiosaures. Euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui a très bien pu survivre, puisqu'on ne sait même pas s'ils sont éteints et tout. Par exemple, pour moi, les dinosaures, il y a des cas de personnes qui continuent de voir des dinosaures. Donc, les dinosaures ne sont jamais éteints comme on le dit. Et du reste, même les fossiles de dinosaures qui sont découverts, certains sont tout simplement des fossiles, des ossements de créatures. C'est pas des fossiles, des ossements de créatures inconnues comme de dinosaures qui existent encore parmi nous. Il y a des témoignages qui viennent d'Amérique du Sud. Il y a le Mokele Mbembe, le monstre du Loch Ness à ce, qui est connecté à ces reptiles. Pourquoi je parlais de ça? Parce que il y a des photographies qui prouvent qu'il y a un reptile inconnu dans le monstre du Loch Ness. C'est comme la photographie du chirurgien. Tout le monde a dit que c'était un faux, mais c'est pas un faux. C'est des gens qui ont confessé sur leur lit de mort. Mais enfin, est-ce que tu confesserais sur ton lit de mort que tu as pris une photo comme ça, tu as d'autres choses à faire quand tu es sur le lit de mort? Et il y a des chercheurs comme Michel Ballot et Karl Schucker, donc un cryptozoologue anglais, qui ont montré que le canular dans la photo du chirurgien, c'est que c'était un canular. C'est ça, le canular. En fait, voilà, c'est une photo. Rien ne prouve, je dis pas qu'elle est authentique, mais rien ne prouve que c'est un canular, contrairement à ce que dit le mainstream. Donc, il y a aussi d'autres photos, d'autres témoignages qui montrent qu'il y a une créature mystérieuse inconnue qui pourrait venir de la mer et rentrer par des galeries sous le loch. Donc, pourquoi je parle de ça? Il y a ça, mais il y a aussi une connexion avec la Boleskine House. Et à la Boleskine House, c'était Crowley qui avait loué cette maison dans les années 1910. Et lui faisait des rituels pour ouvrir des portes dimensionnelles et des portes du temps. Donc, est-ce que certaines apparitions du monstre du Loch Ness ne sont pas connectées aux ouvertures de ces portes du temps? Et puis, il y a des personnes comme Ted Holiday, donc un chercheur du monstre du Loch Ness, relativement connu dans dans les années 70 et 80. Lui, il a compris qu'il y avait une connexion entre le monstre du Loch Ness et certains rituels qui avaient été faits. Donc, il a découvert toute la société secrète qui était derrière ces rituels et tout. Ensuite, lui-même s'est pris des attaques de magie noire et des attaques directes de la part peut-être de ces entités, et ça a fini par le tuer. Il est mort relativement jeune. Et on voit qu'il y a cette composante paranormale aussi, cette composante qui est connectée aux entités sans âme. Des caméras qui ne marchent pas. Donc, euh, donc voilà, on voit que vraiment la cryptozoologie, c'est à étudier à plusieurs niveaux. Animaux inconnus, et les animaux inconnus, il y en a, y compris les dinosaures qui sont toujours parmi nous. Par exemple, il y a un chercheur américain qui a montré qu'une personne sur 1000 aux États-Unis a potentiellement pu voir un ptérodactyle. Simplement, quand les gens voient un gros oiseau dans le ciel, voilà, ils disent c'est un aigle et tout, ils ne vont pas regarder plus loin. Et les gens ne regardent pas le ciel. Donc, ce chercheur, il a recueilli énormément de témoignages de personnes qui ont vu quelque chose qui correspond à un ptérodactyle. Alors, est-ce que c'est tout simplement une survivance des dinosaures qui ne sont en fait jamais éteints? Très probable.
Ou est-ce que c'est des créatures qui viennent de la Terre creuse, qui viennent d'autres dimensions? Est-ce que c'est connecté à des glissements dans le temps? Est-ce que c'est des entités sans âme qui utilisent nos systèmes de croyances? Pour moi, toutes ces explications se valent. Il y a des animaux réels inconnus, il y a des entités sans âme qui nous manipulent, il y a des glissements dans le temps, et il y a un facteur interdimensionnel. C'est pour ça que la crypto, c'est un sujet charnière parce que ça va très loin. Quand on ouvre une porte, ça ouvre d'autres portes, on découvre des connexions avec, avec l'ufologie, avec le paranormal et tout. Donc, c'est un sujet qui n'en finit pas et qui est vraiment passionnant. Et ça, voilà. Et aujourd'hui, on n'a que ébréché parce qu'il y aurait une conférence entière à faire rien que sur les ptérodactyles, sur les apparitions du monstre du Loch Ness. Il y aurait une conférence entière à faire tellement il y a de choses. Bah, déjà, encore une fois, je reviens toujours avec cette histoire dont j'aimerais un jour peut-être traiter aussi, mais voilà, il faudrait que je trouve vraiment les bonnes personnes qui en parlent aussi. C'est cette fameuse histoire quand même qui est liée à votre pays, la France, quoi, qui simplement, qui n'est pas si lointaine en plus. C'est les fameux cagots, les fameux cajots, hein, ou bon cagots. C'est cette humanité qui est aussi, pour ma part, parallèle, qui est une humanité, comment est-ce qu'on pourrait dire, atteinte d'un certain nanisme, hein, voilà, et qui aurait bon plusieurs particularités, notamment même des doigts palmés, paraît-il, carrément une tradition, une religion, enfin bref, voilà. Il y a énormément de choses à dire avec les cagots, les cajots, mais ça date de quoi? Même pas 200 ans, 150 ans à peu près. Et donc, comme quoi, on peut vite effacer l'histoire, on peut vite effacer une histoire en tout cas, parce que, ben, un jour, on a décidé, eh bien, d'effacer un pan de l'histoire afin que ce ne soit pas su. Et avec le peu de documents qu'on puisse trouver sur cette trace de ce fameux Cago, ou Cajo, hein, selon la prononciation, eh bien, ça se retrouve juste d'être une histoire légendaire, un mythe, et voilà, quelque chose qui se dit comme ça, à gauche, à droite, et puis voilà, avec pas une étude sérieuse, et puis encore quand bien même, les gens voudraient faire des études sérieuses sur cette affaire-là, on va dire, sur ce pan de l'histoire qui, pour moi, paraît important en France, voilà, est complètement annihilé. Qui sait, demain, peut-être un jour, on sera complètement annihilé de la même manière et il n'y aura plus aucune trace sur l'humanité que nous, on connaît maintenant, à présent. Et je pense que c'est à peu près ce que l'histoire nous démontre, hein, c'est qu'il y a finalement eu plusieurs humanités, mais qui, pour le coup, existeraient bel et bien encore dans notre temps et qui ne seraient pas, à l'instar des animaux dits disparus, eh bien, ces humanités, finalement, existeraient bel et bien exactement en parallèle de la nôtre, mais de manière, encore une fois, cachée, et on le sait pourquoi. Parce que ça remettrait énormément en place Bah, la question de cette humanité, comme tu l'as très très bien dit dans cette super émission, Paul, je te remercie. Et on pourrait aussi rajouter, pourquoi pas, bah, tout le folklore que l'on peut retrouver, que ce soit en Suisse avec les... Alors vous m'excusez, hein, les Suisses, si je ne le prononce pas bien, parce que c'est un mot un peu germanique. Tsagata ou Chagata sont des sorcières, tu sais, avec des... Je mettrai aussi une incrustation avec des peaux d'animaux, etc., mais qui ont vraiment l'air d'être non seulement, oui, alors loin d'être des sorcières uniquement, plutôt des diablotins, des monstres. Et ça, je mettrai vraiment une photo là-dessus. Il y a énormément, alors là, c'est qu'un exemple, hein, c'est que en Suisse, mais il y a énormément, mais en France aussi, en Belgique aussi, il y a énormément dans le folklore. Des habits d'animaux, de monstres plutôt, je dirais, qui ne représentent pas grand-chose, mais sinon le folklore en lui-même. Et bah, généralement, c'est ça qui était un peu désolant, c'est que ces gens, ben, finalement, reproduisent quelque chose qu'on leur a dit depuis voilà, des 100, 200 ans, 300 ans, 400 ans, et sans jamais savoir la réelle origine, encore une fois, de ce folklore. Ils se déguisent voilà, en monstres, et pour eux, ben, ça paraît normal, c'est le folklore de leur pays. Mais sans plus, tu vois, il faut pas aller chercher plus loin, il faut pas surtout savoir d'où ça vient, la réelle origine. Au Japon, il y a également ce genre de diablotin, etc. Enfin bref, dans tout ce
dans toutes ces traditions, en tout cas, de toute façon, tout ce qui est diabolique revient à chaque fois, hein. Ça aussi, quelque chose qu'on pourrait faire un jour en émission. Oui, Bref, tout ça effectivement. pour dire que vraiment, posez-vous les bonnes questions, mes chers amis, posez-vous les questions. Dites-vous bien que nous ne sommes qu'une facette, encore une fois, de l'iceberg, on pourrait dire ça comme ça, hein. Finalement, c'est ça l'humanité, c'est ça l'histoire plutôt l'histoire de cette humanité. On va dire ça comme ça. C'est que on en connaît vraiment que vraiment très 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 peu. Et donc c'est bon de savoir qu'on en connaît très peu, puisque finalement c'est à ça que ça sert. C'est passionnant. On vit encore une fois une vie magnifique. On peut se poser les bonnes questions. Profitons-en. Voilà, peut-être que ce sera pas toujours le cas. En tout cas, nous sommes là en 2025. Profitons-en. Continuons à chercher, même si on ne trouve pas forcément des réponses. Soyons humbles avec tout ça. Et donc, Paul, je te remercie énormément. Alors, je sais que toi, tu voulais aussi nous annoncer que très, très bientôt, là, ce mois-ci, il y a un événement. Et puis, au mois d'octobre aussi également. Alors, bah, c'est pour vous dire, donc j'organise un webinaire donc le samedi 13 septembre, donc bah, c'est dans 6 jours. Alors, la semaine prochaine, donc le thème reste à déterminer puisque c'est enregistré en juillet. Et sachez aussi que le 4 octobre, donc le samedi 4 octobre 2025, j'organise une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, 75 014 Paris, de 12 heures à 18 heures, sur un thème qui reste aussi à déterminer. Donc, de toute façon, j'enverrai les liens à Alexis pour qu'il mette tout ça en dessous. Mais le webinaire, le webinaire, donc c'est le 13 septembre de 18 heures à 22 heures. Et la conférence en présentiel, c'est à Paris, au Café d'Orléans, le 4 octobre de 12 heures à 18 heures. Le webinaire de 18 heures à 22 heures, pardon, et la conférence de 12 heures à 18 heures. Voilà. C'est ça, Donc, magnifique. Pas de et puis, problème. bah, Mais je le mettrai de toute livre façon. aussi, Oui, alors Edith, le fameux livre que tu le as livre sorti La récemment. matrice archontique et le piège temporel. Il est aussi disponible sur le site librairidubonheur.com. Donc, allez-y, c'est un livre vraiment up-to-date, toujours avec énormément d'informations nouvelles et on parle beaucoup de cryptozoologie dans ce livre. Donc, allez-y, prenez-le si ça vous intéresse d'aller plus Ah loin. bah écoute, merci Paul, on indique tout ça en description, mes chers auditeurs, comme d'habitude, vous le savez très bien. En tout cas, je vous remercie, on vous remercie, Paul et moi, pour l'accueil que vous avez encore fait à la dernière vidéo avec justement les Galactiques. N'hésitez pas à partager celle-ci, à la commenter, à liker, surtout ça fait, comme vous le savez, plaisir, et puis surtout à l'algorithme de YouTube pour la chaîne. Si vous continuez, si vous voulez surtout voir encore des émissions comme ça, n'hésitez pas à faire aussi un don pour la chaîne, pour que celle-ci puisse continuer aussi et perdurer dans le temps. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, et bien pour une nouvelle émission dans cette nouvelle rentrée. Merci à toi, Paul. À tout bientôt et on se retrouve de toute façon pour d'autres sujets, pour d'autres aventures cette année-ci. Ciao, ciao. Salut à tous. Merci beaucoup. Au revoir.